La vie nous réserve parfois des moments qui changent tout, des instants où les mots peuvent soit nous détruire, soit nous donner la force de nous reconstruire. Je m'appelle Colette Moreau et à 67 ans, j'ai vécu l'un de ces moments décisifs. Assise dans mon fauteuil près de la fenêtre de mon appartement à la Croix-Rousse, je regarde les toits de Lyon s'étendre devant moi, tout en vous racontant comment une simple phrase a bouleversé ma relation avec mon fils et m'a permis de retrouver ma dignité. Je peux encore sentir l'odeur des plats raffinés du restaurant La Belle Époque, entendre le tintement des verres et revoir les visages de ma famille autour de cette table élégamment dressée. Ce soir-là, nous célébrions l'anniversaire de ma petite fille Juliette. L'atmosphère était joyeuse, jusqu'à ce moment précis où tout a basculé. « Sans la pension, tu ne serais pas là !» Ces mots, prononcés par mon fils Pascal, résonnent encore dans ma tête comme un écho douloureux. Je venais simplement de lui suggérer d'être plus raisonnable dans ses dépenses, après qu'il nous ait montré des photos de sa nouvelle voiture de luxe. Son visage s'est transformé en un masque de mépris et cette phrase est sortie, tranchante comme une lame. Pendant 40 ans, j'ai enseigné la littérature française à l'université Lyon 2. À la mort de mon mari, j'ai dû élever seule mes 2 enfants, Pascal et Brigitte. Chaque jour, je me levais avant l'aube pour préparer leur repas, corriger mes copies et m'assurer que rien ne leur manquait. J'économisais surtout pour leur offrir les meilleures études possibles. Pascal a pu intégrer une grande école de commerce grâce à ses sacrifices. Plus tard, j'ai utilisé une partie importante de ma pension pour l'aider à acheter sa maison dans le quartier prestigieux de Presqu'île. Et voilà comment il me remerciait. Dans ce restaurant luxueux, devant sa femme Sophie qui baissait les yeux de honte, devant ma fille Brigitte qui tentait maladroitement de détendre l'atmosphère, devant son beau-frère Antoine qui serrait les poings sous la table. Le silence qui a suivi cette phrase était assourdissant. Je me souviens avoir regardé mon verre de vin, observant les reflets rubis danser à la lumière des bougies. Un tourbillon d'émotions m'envahissait. La douleur, bien sûr, mais aussi une colère froide que je ne me connaissais pas, et étrangement, une forme de clarté. Toutes ces années où j'avais été là pour lui, toutes ces fois où j'avais renoncé à mes propres désirs pour satisfaire les siens, tous ces virements bancaires discrets quand il était un peu juste en fin de mois, et cette phrase lancée comme si j'étais un fardeau, comme si ma pension était la seule chose qui justifiait ma présence à cette table. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai simplement pris une grande inspiration. L'air frais a rempli mes poumons, et avec lui, une détermination nouvelle. J'ai posé ma serviette sur la table, délicatement, comme me l'avait appris ma mère il y a tant d'années. Je me suis levée, le dos droit malgré mon arthrite. J'ai regardé mon fils dans les yeux, ses yeux si semblables à ceux de son père. Et sans un mot, j'ai pris mon sac et je suis partie. Le bruit de mes talons sur le sol en marbre du restaurant résonnait comme un compte à rebours. Chaque pas m'éloignait de cette table, mais me rapprochait d'une décision qui allait tout changer. En franchissant la porte, j'ai senti le vent frais de Lyon caresser mon visage, emportant avec lui les dernières traces de la femme soumise que j'avais été. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai regardé les photos de famille accrochées dans mon couloir. Le visage de Pascal enfant, si innocent, si aimant. Qu'était-il devenu? Ou plutôt, qu'avais-je permis qu'il devienne? Je vous raconterai la suite dans un instant. Mais avant, je voudrais savoir, d'où venez-vous? Connaissez-vous Lyon, cette ville magnifique où je vis depuis toujours? Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange où une insulte devient paradoxalement le déclencheur d'une libération? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Souvenirs de grand-mère, je vous invite à le faire maintenant, car ce que j'ai fait après avoir quitté ce restaurant, peu de gens auraient eu le courage de le faire. Cette soirée avait pourtant si bien commencé. J'avais réservé au restaurant La Belle Époque, un établissement raffiné du 6e arrondissement, connu pour sa cuisine traditionnelle lyonnaise revisitée. C'était l'un des restaurants préférés de mon défunt mari, Jacques. Nous y allions pour nos anniversaires de mariage et j'y retourne parfois pour sentir sa présence. J'étais arrivée en avance, comme toujours. L'habitude d'une vie d'enseignante, sans doute. Le maître d'hôtel m'avait reconnue et m'avait conduite à notre table, près de la fenêtre qui donne sur la place Bellecour. J'avais choisi cet emplacement avec soin. La vue est magnifique le soir, avec les lumières de la ville qui scintillent comme des étoiles terrestres. Brigitte et Antoine sont arrivés les premiers. Ma fille,
toujours ponctuel, ressemble tant à son père. Même regard bienveillant, même sourire discret. Elle est institutrice dans une école du Vieux-Lyon. Son mari Antoine, comptable de profession, est un homme calme qui parle peu mais observe beaucoup. Ils forment un couple solide, ancré dans des valeurs simples mais essentielles. « Maman, tu es superbe ce soir », m'avait dit Brigitte en m'embrassant. J'avais mis ma robe bleu marine, celle que j'avais achetée pour la remise des diplômes de Juliette, et le collier de perles que Jacques m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Nous avions commencé à discuter de leur projet d'achat d'un petit appartement dans les Monts d'Or pour les week-ends, quand Pascal et Sophie sont enfin arrivés avec 20 minutes de retard. Mon fils a toujours eu ce rapport distant avec la ponctualité. Comme si son temps valait plus que celui des autres, Pascal s'est approché, m'a embrassé distraitement sur la joue et s'est assis en face de moi. Il portait un costume gris anthracite qui devait coûter l'équivalent de 2 mois de ma pension. Sophie, sa femme, était comme souvent légèrement en retrait, élégante dans sa robe de créateur, mais le regard fuyant, comme si elle portait un secret pesant. « Désolé pour le retard », a lancé Pascal sans vraiment paraître désolé. Une réunion qui s'est éternisée. « Tu sais ce que c'est quand on est directeur commercial ?» Non, je ne savais pas. J'avais été professeur toute ma vie, respectant scrupuleusement mes horaires par respect pour mes étudiants. Mais j'ai souri et j'ai hoché la tête. C'était notre rituel tacite. Il se vantait, je faisais semblant d'être impressionné. Le serveur est venu prendre nos commandes. Pascal a choisi la bouteille de vin sans consulter personne. Un côte rôti hors de prix. J'ai remarqué le regard qu'Antoine et Brigitte ont échangé. Eux qui travaillent dur pour joindre les deux bouts, qui calculent chaque dépense pour l'éducation de leurs enfants, trouvaient sans doute cette ostentation déplacée. Mais ils n'ont rien dit, par respect pour l'harmonie familiale que nous tentions de maintenir. La conversation a d'abord été légère. Nous avons parlé de Juliette, ma petite fille, qui venait d'entrer en première année de médecine. J'étais si fière d'elle. Pascal a mentionné les résultats exceptionnels de son entreprise ce trimestre. Sophie a évoqué leur projet de vacances aux Seychelles. Brigitte a raconté une anecdote amusante sur l'un de ses élèves. Tout a basculé quand Pascal a sorti son téléphone pour nous montrer sa nouvelle acquisition. Une voiture allemande rutilante, garée non loin du restaurant. Elle est livrée la semaine prochaine, a-t-il annoncé avec la fierté d'un enfant, montrant un nouveau jouet. Un modèle limité, il n'y en a que 20 en France. Elle est impressionnante, ai-je commenté, cherchant mes mots. Mais Pascal, tu avais déjà changé de voiture l'année dernière, non? Son visage s'est légèrement crispé. L'autre était déjà dépassé. Dans mon milieu, l'image est importante. J'ai pris une gorgée de vin, hésitant à poursuivre. Puis, pensant aux confidences de Sophie lors de notre dernier déjeuner en tête-à-tête, leur compte en banque dans le rouge, les discussions tendues sur leurs dépenses, j'ai osé aller plus loin. Je me demande simplement si c'est raisonnable avec votre situation financière actuelle. Sophie m'a dit que... Sophie t'a dit quoi? A coupé Pascal, fusillant sa femme du regard. Elle s'est recroquevillée sur sa chaise, comme pour disparaître. Rien de grave, ai-je tenté de rattraper, sentant la tension monter. Juste que vous aviez quelques difficultés passagères, comme tout le monde. Pascal a reposé son verre un peu trop brusquement, faisant tressaillir les couverts. Nos finances ne regardent que nous. Je gagne suffisamment pour me permettre ce que je veux. Je dis juste que parfois, il vaut mieux être prudent. Ton père et moi, nous avons toujours... Papa et toi viviez à une autre époque, a-t-il coupé sèchement. Les temps ont changé. L'argent doit circuler. J'ai senti une pointe d'irritation monter en moi. Ce ton condescendant qu'il adoptait souvent ces dernières années, comme si mes 4 décennies d'expérience ne valaient rien face à ces quelques années dans le monde des affaires. L'argent doit être respecté, ai-je répondu calmement. Surtout quand on sait d'où il vient. C'est là que son regard a changé. Une lueur froide est apparue dans ses yeux, celle que je redoutais depuis longtemps. Ce mépris à peine voilé. « Ah oui? Et d'où vient-il, selon toi ?» a-t-il demandé avec un sourire crispé. « De ton travail, bien sûr. Mais n'oublie pas que sans mon aide pour la compte de votre maison, sans les mensualités que je verse toujours pour vous aider, sans la pension, tu ne serais pas là. » Ces mots ont claqué comme un coup de fouet. Le restaurant entier semblait s'être tu, bien que seule notre table ait entendu cette phrase.
Sophie a baissé la tête, mortifiée. Brigitte a posé sa main sur mon bras, un geste instinctif de protection. Antoine a serré les poings sous la table. Je l'ai vu à la crispation de sa mâchoire. « Pascal !» a murmuré Brigitte, scandalisée. Mais mon fils continuait, comme si une digue avait cédé en lui. C'est facile de donner des leçons quand on a une pension garantie à vie. Tu n'as jamais connu la vraie pression du monde réel, les objectifs à atteindre, les clients à satisfaire. Tu donnais quelques cours et tu rentrais tranquillement chez toi. Chaque mot était comme une gifle. Quelques cours, j'avais enseigné à des générations d'étudiants, publié des ouvrages académiques reconnus, dirigé le département de littérature pendant 15 ans. J'avais jonglé entre mes responsabilités professionnelles et l'éducation de mes enfants après la mort de leur père. J'avais économisé chaque centime pour leur offrir des études prestigieuses. Je revoyais les nuits passées à corriger des copies, les week-ends sacrifiés pour des conférences mal payées, mais qui enrichissaient mon CV, les vacances où je prenais des emplois d'été pour arrondir nos fins de mois. Je revoyais Pascal, adolescent, recevant sa première montre de luxe, achetée avec l'argent que j'avais mis de côté en me privant de nouveaux vêtements pendant des mois. Le plus douloureux n'était pas tant ses paroles que la réalisation brutale. Mon fils ne voyait pas ces sacrifices. Il ne les avait jamais vus. Dans sa vision déformée du monde, j'étais une fonctionnaire privilégiée, vivant confortablement de l'argent public. Ma pension n'était pas le fruit de 40 années de travail acharné, mais une sorte de cadeau immérité. Et ma présence à sa table n'était tolérée que par une forme de charité filiale, ou peut-être par calcul, pour les mensualités que je continuais à lui verser, persuadé d'aider un fils reconnaissant. Le temps semblait suspendu. Les plats que le serveur venait de déposer refroidissaient, oubliés. Je sentais le regard de Brigitte, inquiet, celui d'Antoine, furieux, celui de Sophie, honteux. « Tu ne penses pas ce que tu dis ?» ai-je finalement articulé, tentant de lui offrir une porte de sortie. « Oh que si !» a-t-il répondu, redressant le menton avec ce geste que je lui connaissais depuis l'enfance, quand il s'entêtait dans une erreur plutôt que d'admettre avoir tort. « Je travaille dur pour tout ce que j'ai. Toi, tu as juste eu de la chance d'avoir un métier où l'on est payé à ne rien faire pendant les vacances scolaires et où l'on reçoit une pension généreuse ensuite. » J'ai regardé autour de moi. Les autres clients dînaient, riaient, vivaient leur vie, inconscients du petit drame qui se jouait à notre table. La salle élégante avec ses nappes blanches, ses couverts en argent, ses serveurs en gilet noir, tout ce décor me semblait soudain factice, comme un théâtre où nous jouions nos rôles sans conviction. Je me suis souvenu des paroles de ma propre mère, Simone, couturière de son état, qui m'avait élevée seule dans un petit appartement de la Guillotière. « Colette, ta dignité est la seule chose que personne ne peut te prendre sans ton consentement. » C'est alors que j'ai pris cette grande inspiration, non pas pour me calmer, comme Pascal l'a probablement cru, mais pour rassembler le courage nécessaire à ce qui allait suivre. L'air a rempli mes poumons, et avec lui, une clarté nouvelle. Je me suis levée lentement, sans précipitation. J'ai plié ma serviette soigneusement, ces petits gestes rituels qui nous rattachent à notre éducation quand tout semble s'effondrer. « Colette » a commencé Sophie, tendant la main vers moi. Mais j'étais déjà ailleurs, dans cet espace mental où l'on prend les décisions qui changent une vie. J'ai regardé mon fils une dernière fois, ce visage si semblable à celui de son père, mais dépourvu de la gentillesse qui caractérisait Jacques, ses yeux qui ne voyaient plus la mer, mais seulement la source de financement, ce corps tendu dans son costume coûteux, comme une armure le protégeant de la vérité. Sans un mot, j'ai pris mon sac et mon châle. J'ai effleuré l'épaule de Brigitte au passage, un contact bref, mais qui disait tout. Elle a hoché la tête imperceptiblement, comprenant que certaines lignes venaient d'être franchies. En quittant le restaurant, j'ai eu l'impression de laisser derrière moi non seulement ma famille, mais aussi une version de moi-même, celle qui acceptait l'inacceptable au nom de l'amour maternel mal compris. La nuit lyonnaise m'a accueilli de sa fraîcheur. Les lumières de la place Bellecour brillaient comme des promesses. J'ai marché jusqu'à l'arrêt du bus, refusant de prendre un taxi, ces petites économies ancrées en moi depuis si longtemps. Dans le bus, presque vide, j'ai regardé défiler les façades des immeubles haussmanniens, les devantures des boutiques fermées, les platanes bordant les quais du Rhône.
Cette ville où j'avais vécu toute ma vie me semblait différente ce soir-là, comme si je la voyais avec des yeux neufs. Arrivé dans mon appartement de la Croix-Rousse, j'ai allumé seulement la petite lampe du salon. Je ne voulais pas de lumière crue sur mes pensées tumultueuses. Je me suis assise dans le fauteuil où Jacques aimait lire le journal et j'ai laissé les larmes venir, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de libération. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Brigitte, sans doute, inquiète, peut-être même Pascal, réalisant tardivement la portée de ses paroles. Je n'ai pas répondu. Cette nuit m'appartenait, ainsi que la décision qui mûrissait en moi. Car oui, une décision se formait, claire et précise, comme ces équations que Jacques, ingénieur de formation, résolvait avec tant d'élégance. Si mon fils considérait ma pension comme la seule raison de ma présence à sa table, alors il était temps de lui montrer exactement ce que signifiait vivre sans elle, sans mon soutien financier, sans mes virements discrets, sans ma générosité qu'il prenait pour acquise. Le jour se levait sur Lyon quand j'ai finalement trouvé le sommeil, bercé par une détermination nouvelle et une étrange sensation de paix. Demain, non. Aujourd'hui même, j'allais reprendre le contrôle de ma vie et donner à mon fils la leçon dont il avait cruellement besoin. Le soleil filtrait à travers mes rideaux de dentelle lorsque j'ai ouvert les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas consulté mon téléphone en me réveillant. Il était resté éteint toute la nuit, posé sur ma table de chevet comme un objet étranger. Une sensation inhabituelle m'habitait, un mélange de détermination et de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des années, peut-être depuis la soutenance de ma thèse de doctorat, ce jour lointain où j'avais défendu mes idées devant un jury impressionnant, avec Jacques dans l'assistance, les yeux brillants de fierté. Je me suis préparée avec un soin particulier ce matin-là. J'ai choisi un tailleur gris anthracite, celui que je portais pour les grandes occasions à l'université. J'ai attaché mes cheveux en un chignon strict et j'ai mis les boucles d'oreilles en argent que Brigitte m'avait offertes pour mes 60 ans. Dans le miroir, j'ai reconnu la femme que j'avais été. Non pas la mère accommodante que Pascal avait l'habitude de manipuler, mais la professeure respectée, la femme de caractère. Après un café préparé méticuleusement dans ma cafetière italienne, une habitude que Jacques m'avait transmise, j'ai composé le numéro d'Étienne Laurent. Mon ami de longue date, avocat à la retraite, décrochait toujours à la première sonnerie, comme si le temps passé au barreau lui avait inculqué cette réactivité permanente. « Étienne, c'est Colette, j'ai besoin de ton conseil, et peut-être de ton aide. » Sa voix chaude et posée m'a immédiatement rassurée. Étienne avait cette capacité rare d'écouter vraiment, sans interruption, sans jugement. Je lui ai tout raconté, le dîner, les paroles de Pascal, ma sortie silencieuse du restaurant, et surtout, ce que j'envisageais de faire. « Tu es sûre de toi, Colette ? Ce sont des mesures conséquentes, plus sûre que je ne l'ai jamais été, » ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. Nous avons convenu de nous retrouver 1 heure plus tard devant la Banque nationale de Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu. En raccrochant, j'ai ressenti une bouffée d'anxiété. Étais-je en train d'agir sous le coup de la colère ? Non, ai-je réalisé en observant mes mains parfaitement stables. Ce n'était pas de la colère, mais une forme de lucidité tardive. En traversant mon appartement pour prendre mon sac et mes clés, mon regard s'est posé sur les photos encadrées qui jalonnèrent le couloir. Pascal a 8 ans, fier sur son premier vélo, acheté après 3 mois d'heures supplémentaires que j'avais effectuées pour un colloque international. Pascal a 18 ans, recevant son baccalauréat, année où j'avais renoncé à un séjour de recherche à la Sorbonne pour rester près de lui et l'aider dans ses révisions. Pascal a 25 ans, diplômé de son école de commerce, formation que j'avais financée en vendant les bijoux de famille et en contractant un petit prêt. Ces images racontaient une histoire différente de celle qu'il s'était construite, une histoire de sacrifice silencieux qu'il n'avait jamais su voir. Le trajet en métro jusqu'à la Part-Dieu m'a donné le temps de rassembler mes pensées. Chaque station égrenée, Croix-Rousse, Hôtel de Ville, Cordeliers, Guillotière, représentait une étape de ma résolution grandissante. J'observais les visages des autres passagers, me demandant combien d'entre eux portaient, comme moi, le poids de relations familiales déséquilibrées. Étienne m'attendait devant la banque, élégant dans son manteau camel, un journal plié sous le bras.
Son visage s'est illuminé en me voyant approcher. « Tu as l'air d'une femme en mission, Colette », a-t-il souri en m'embrassant sur les 2 joues. « C'est exactement ce que je suis », ai-je répondu, serrant ma pochette en cuir où j'avais rassemblé tous mes documents bancaires. Philippe Garnier, mon conseiller depuis plus de 15 ans, nous a accueillis dans son bureau avec une surprise polie. Je n'étais pas du genre à solliciter des rendez-vous urgents, encore moins accompagné d'un avocat. « Madame Moreau, Maître Laurent, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai exposé ma requête avec une clarté qui m'a moi-même étonnée. Je voulais annuler immédiatement tous les virements permanents vers le compte de Pascal. Je souhaitais révoquer son accès à mon coffre-fort où étaient reconservés certains objets de valeur. Je voulais mettre fin à ma caution sur son prêt immobilier pour la résidence secondaire qu'il avait acquise près d'Annecy l'année dernière. Philippe a froncé les sourcils, prenant des notes sur son carnet en cuir. « C'est inhabituel, Madame Moreau. Puis-je vous demander si tout va bien ?»« Tout va parfaitement bien, » ai-je répondu avec un calme olympien. « Je réorganise simplement mes finances pour qu'elles reflètent mes véritables priorités. » Étienne est intervenu avec le professionnalisme qui avait fait sa réputation au barreau. Ma cliente souhaite également s'informer sur les démarches nécessaires pour modifier son testament. Je m'en occuperai personnellement, mais il serait utile d'avoir une vision complète de son patrimoine. Les 2 heures suivantes ont été consacrées à une revue minutieuse de ma situation financière. J'ai découvert, avec une certaine stupéfaction, l'ampleur de mon soutien à Pascal au fil des années. Virements mensuels, prêts jamais remboursés, cautions diverses, tout cela s'additionnait pour former une somme considérable. Une somme qui aurait pu me permettre de voyager, d'aider des causes qui me tenaient à cœur, ou simplement de vivre avec plus de confort. Saviez-vous que votre fils a récemment demandé une augmentation de sa ligne de crédit en utilisant votre propriété comme garantie additionnelle ? A demandé Philippe, visiblement mal à l'aise. J'ai senti mon sang se glacer. Non, je n'étais pas au courant. La demande est arrivée la semaine dernière. Je n'ai pas encore donné suite, car il me semblait prudent de vous consulter d'abord. Étienne a posé sa main sur mon bras, sentant mon trouble. C'est une bonne chose que nous soyons venus aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, incapable de parler pendant quelques instants. L'audace de Pascal dépassait ce que j'avais imaginé. Utiliser ma maison, le foyer que j'avais créé avec Jacques, comme garantie pour ses propres dépenses extravagantes. La douleur initiale s'est rapidement transformée en une résolution encore plus ferme. Je souhaite bloquer toute possibilité d'utilisation de mes biens comme garantie, ai-je finalement articulé, et je veux un relevé détaillé de toutes les demandes similaires qui auraient pu être faites ces dernières années. En quittant la banque 2 heures plus tard, j'étais épuisé mais déterminé. Nous avions mis en place un plan complet, non seulement l'arrêt de tout soutien financier à Pascal, mais aussi la restructuration de mon patrimoine pour protéger ce que j'avais construit au fil d'une vie de travail. Tu prends conscience que ton fils va probablement réagir vivement, a demandé Étienne, alors que nous marchions vers un petit café de la rue Mercière pour déjeuner. J'y compte bien, ai-je répondu. Il est temps qu'il comprenne la valeur de ce qu'il tenait pour acquis. Le café était chaleureux avec ses nappes à carreaux et son odeur de pain frais. Nous avons commandé une salade lyonnaise et une carafe de Beaujolais. La normalité de ce moment contrastait étrangement avec le caractère extraordinaire des actions que je venais d'entreprendre. Je me demande si je n'aurais pas dû faire cela il y a des années, ai-je confié à Étienne entre 2 bouchées. Peut-être que j'ai contribué à créer ce problème en étant trop disponible. Ne te flagelle pas, Colette. Tu as agi par amour. Ce n'est jamais une erreur. Peut-être, mais il y a une différence entre aimer et se laisser exploiter. J'ai mis longtemps à la comprendre. Après le déjeuner, Étienne m'a accompagné chez Camille Boulanger, ma plus ancienne amie, qui habitait une maison charmante près du parc de la Tête d'Or. Je lui avais téléphoné tôt ce matin pour lui demander l'hospitalité pour quelques jours. J'avais besoin d'un espace neutre, loin de mon appartement, où Pascal pourrait venir frapper à ma porte une fois qu'il aurait compris ce que j'avais fait. Camille m'a accueilli avec la chaleur qui la caractérisait. Veuve comme moi, elle avait transformé sa solitude en une forme de liberté joyeuse que j'avais toujours admirée secrètement. « Ma chambre d'amis est prête », a-t-elle annoncé en prenant ma petite valise. « Et j'ai sorti cette bouteille de Côte-du-Rhône que tu aimes tant. Je crois que nous avons beaucoup à nous dire. » J'ai embrassé Étienne en le remerciant pour son soutien indéfectible.
Il a promis de passer me voir le lendemain avec les documents pour la modification de mon testament. Une fois seuls, Camille et moi nous sommes installés dans son jardin d'hiver, avec ses plantes luxuriantes et sa vue sur le parc. Le vin était frais, le soleil de l'après-midi dorait les feuilles des arbres centenaires. « Alors, raconte-moi tout », a-t-elle demandé en me servant un verre. « Qu'est-ce qui a finalement déclenché cette rébellion ?» Je lui ai tout raconté. La remarque cinglante de Pascal, ma sortie silencieuse du restaurant, les découvertes à la banque ce matin. Camille écoutait en hochant la tête, son visage expressif reflétant tour à tour l'indignation, la tristesse et finalement une certaine admiration. « Tu sais, » a-t-elle dit après un moment de silence, « je me souviens de Pascal enfant, ce petit garçon sensible qui écrivait des poèmes pour la fête des mères. Qu'est-ce qui s'est passé, Colette ?» Sa question m'a frappée par sa simplicité et sa profondeur. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment mon fils aimant s'était-il transformé en cet homme arrogant et ingrat? Je crois que j'ai voulu lui donner tout ce que Jacques et moi n'avions pas eu. Ai-je réfléchi à voix haute? L'accès à un certain milieu, des études prestigieuses, un réseau, j'ai cru que cela le rendrait heureux et reconnaissant. Mais peut-être que je lui ai surtout appris que tout lui était dû. Ce n'est pas entièrement ta faute, a nuancé Camille. Chacun fait ses propres choix, au bout du compte. La soirée s'est déroulée dans cette ambiance de confession et de réconfort mutuel. Nous avons parlé de nos enfants, de nos défunts maris, des chemins que nos vies avaient de pris. Vers minuit, épuisée émotionnellement mais étrangement sereine, je me suis retirée dans la chambre d'amis. Avant de me coucher, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Il était toujours éteint. Je l'ai allumé brièvement, juste assez longtemps pour voir défiler les notifications. 12 appels manqués de Brigitte, 8 de Pascal, 3 messages vocaux et une vingtaine de SMS. Je n'ai ouvert aucun message, je n'ai écouté aucun vocal. J'ai simplement éteint à nouveau le téléphone et l'ai posé sur la table de nuit. Ces messages attendraient. Pour la première fois depuis très longtemps, je prenais le temps dont j'avais besoin, sans me précipiter pour répondre aux besoins des autres. Le lendemain matin, Camille était déjà dans la cuisine quand je suis descendue, préparant des croissants chauds et du café. « J'ai appelé l'université pour prendre ma journée », a-t-elle annoncé. Bien que retraitée comme moi de l'enseignement secondaire, elle donnait encore quelques cours à l'université Jean Moulin. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de compagnie. Sa gentillesse m'a émue aux larmes. Merci Camille, mais tu n'as pas à bouleverser tes plans pour moi. Sottise, c'est à cela que servent les amis. Et puis, j'avoue que je suis curieuse de voir la suite de ton petit drame familial, a-t-elle ajouté avec un clin d'œil malicieux. Étienne est arrivé vers 10 heures, sa serviette en cuir sous le bras, l'air aussi impeccable que la veille. J'ai préparé une première ébauche du Nouveau Testament, a-t-il expliqué en étalant des documents sur la table du salon. L'essentiel de ton patrimoine irait à Brigitte et à ta petite fille Juliette, avec une part réservée à quelques associations que tu souhaiterais soutenir. Pascal recevrait uniquement ce que la loi exige, la réserve héréditaire. J'ai parcouru les documents, m'arrêtant sur certains passages, posant des questions techniques qu'Étienne clarifiait avec patience. Ce n'était pas une décision prise à la légère ou sous le coup de la colère, mais une réflexion mûrie sur ce que je souhaitais vraiment laisser comme héritage, pas seulement matériel, mais aussi moral. Je voudrais ajouter une clause. Ai-je finalement déclaré? Je souhaite créer un petit fonds pour financer des bourses d'études en littérature française à l'université Lyon 2, pour des étudiants issus de milieux modestes, comme je l'étais. Étienne a souri, notant soigneusement ma requête. C'est tout à fait possible. Et c'est un bel hommage à ta carrière, Colette. Camille, qui écoutait silencieusement notre échange, s'est levée pour me serrer dans ses bras. « Jacques serait fier de toi », a-t-elle murmuré. Ces mots ont fait remonter une vague d'émotions. Jacques, mon ancre, mon soutien pendant toutes ces années, aurait-il approuvé mes actions? Probablement. Il avait toujours eu une vision claire de la justice et de la dignité. La journée s'est écoulée dans cette atmosphère de calme détermination. J'ai signé les documents préparés par Étienne, j'ai écouté ses conseils juridiques, j'ai planifié les prochaines étapes avec la précision d'une stratège. Le soir venu, assise dans le jardin de Camille avec une tasse de tisane, j'ai finalement repris mon téléphone. Il était temps d'affronter le monde extérieur, de voir les conséquences de mes actes. J'ai pris une grande inspiration et j'ai rallumé l'appareil.
La cascade de notifications a immédiatement commencé, comme un barrage qui cède. Le nombre d'appels manqués avait doublé depuis la veille. Pascal, Brigitte, même Sophie et Antoine, tous semblaient me chercher frénétiquement. Les notifications s'affichaient en cascade sur l'écran de mon téléphone, chacune représentant une tentative de me joindre, une question sans réponse, une inquiétude grandissante. 48 appels manqués au total, un chiffre qui m'a surprise moi-même. Je n'avais jamais été aussi demandée de toute ma vie, pas même lorsque j'étais directrice de département à l'université. J'ai commencé par écouter le premier message vocal laissé par Brigitte quelques heures après mon départ du restaurant. « Maman, c'est Brigitte. Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé ce soir. Pascal a dépassé les bornes. Je t'en prie, rappelle-moi quand tu auras ce message. Je m'inquiète. » Sa voix était douce, empreinte d'une sincère préoccupation. Brigitte avait toujours été la médiatrice de la famille, celle qui tentait de maintenir l'harmonie même lorsque les tensions devenaient insupportables. Un rôle ingrat qu'elle assumait depuis l'adolescence. Le message suivant venait de Pascal, laissé tard dans la nuit. « Maman, c'est Pascal. Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu es partie comme ça. On ne peut plus rien dire sans que tu le prennes mal maintenant. Rappelle-moi. » Son ton oscillait entre l'agacement et une forme d'inquiétude feinte. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ses paroles blessantes. Typique de mon fils ces dernières années, incapable de voir au-delà de son propre ego. Les messages suivants montraient une progression intéressante. Ceux de Brigitte devenaient de plus en plus anxieux. Ceux de Pascal, de plus en plus irrités. Puis, étonnamment, de plus en plus inquiets. « Maman, personne ne sait où tu es. Tu pourrais au moins donner signe de vie. C'est irresponsable à ton âge de disparaître comme ça. » Cette remarque sur mon âge m'a fait sourire amèrement. À l'entendre, j'étais une vieille femme sénile, incapable de prendre soin d'elle-même. Moi qui avais géré seule une famille, une carrière et un foyer pendant des décennies. Le dernier message de Pascal, laissé à peine 1 heure plus tôt, avait cependant un ton radicalement différent. « Maman, je viens de recevoir un appel de la banque. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as fait? Il faut absolument qu'on parle. Rappelle-moi immédiatement. » Sa voix tremblait légèrement. Plus d'arrogance, plus de condescendance. Juste une confusion mêlée d'une pointe de panique. Je me suis tournée vers Camille, qui observait mes réactions avec une curiosité bienveillante. La banque l'a déjà contacté. Ai-je commenté, surprise par la rapidité avec laquelle les choses s'étaient bien mises en place. « Philippe a toujours été efficace, » a répondu Camille avec un petit sourire. « Tu vas le rappeler ?» J'ai réfléchi un instant, faisant tourner mon téléphone entre mes doigts. Pas encore. Je veux qu'il comprenne pleinement les conséquences de ses actes et de ses paroles. Une nuit d'inquiétude ne lui fera pas de mal. Cette décision pouvait sembler dure, peut-être même cruelle, mais après des années à voler au secours de Pascal au moindre problème, à excuser ses comportements inappropriés, à combler ses déficits financiers, j'avais besoin de ce moment d'affirmation, pour lui comme pour moi. J'ai cependant envoyé un bref message à Brigitte, ne voulant pas qu'elle s'inquiète inutilement. « Je vais bien. J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir. Je te contacterai bientôt. Ne t'inquiète pas pour moi. » Sa réponse a été immédiate. « Merci, mon Dieu. J'étais morte d'inquiétude. Prends le temps qu'il te faut. Je t'aime, maman. » Ces simples mots, « Je t'aime, maman », m'ont ému aux larmes. Quand était la dernière fois que Pascal m'avait dit ces mots sans rien attendre en retour? Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil étonnamment paisible dans la chambre d'amis de Camille, comme si le poids que je portais depuis des années s'était allégé, me permettant enfin de me reposer véritablement. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 15 nouveaux appels manqués. La plupart venaient de Pascal, mais il y en avait aussi de Sophie, sa femme, ce qui était inhabituel. Elle, qui restait généralement en retrait lors des conflits familiaux, semblait soudain vouloir intervenir. J'ai écouté son message avec curiosité. « Colette, c'est Sophie. Je ne sais pas trop par où commencer. Pascal est dans tous ses états depuis hier. La banque a refusé un paiement important pour la voiture qu'il avait commandée. Apparemment, vous avez retiré votre caution pour nos prêts. Il est furieux, mais aussi, je ne l'ai jamais vu comme ça, presque effrayé. S'il vous plaît, appelez-moi quand vous pourrez. Juste moi, pas Pascal. » Sa voix était hésitante, presque chuchotante, comme si elle appelait en cachette. Cette demande de la contacter, elle,
et non Pascal, m'intriguait. Sophie et moi avions toujours entretenu des relations cordiales mais distantes. Qu'avait-elle à me dire qu'elle ne pouvait pas dire devant son mari? Camille m'a proposé de sortir prendre l'air, estimant qu'une promenade au parc de la Tête d'Or nous ferait du bien. L'idée était tentante. Les premiers jours d'automne paraient les arbres de couleurs magnifiques. « Et si Pascal vient me chercher ici ?» ai-je demandé, soudain inquiète. « Il ne sait pas que tu es chez moi », a répondu Camille avec un sourire rassurant. « Et même s'il le découvrait, ma porte lui resterait fermée sans ton accord. Tu es en sécurité ici, Colette. » Le parc était paisible en ce milieu de matinée, principalement fréquenté par des parents avec de jeunes enfants et des retraités comme nous. Nous marchions tranquillement le long du lac lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de Juliette s'est affiché sur l'écran. Ma petite fille, mon rayon de soleil. J'ai immédiatement décroché. « Grand-mère, c'est Juliette. Tu vas bien ?» Sa voix trahissait une inquiétude sincère, mais aussi une certaine retenue, comme si elle craignait de me brusquer. « Je vais bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout le monde te cherche depuis hier. Papa est dans un état pas possible. Il a débarqué à mon studio hier soir, complètement paniqué. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ton père a reçu une leçon qu'il aurait dû apprendre il y a longtemps, ai-je répondu, essayant de garder un ton mesuré malgré l'émotion qui me submergeait. Un silence s'est installé à l'autre bout de la ligne. Puis Juliette a repris, sa voix soudain plus basse. « Je sais ce qu'il t'a dit au restaurant. Tante Brigitte m'a tout raconté. C'était horrible et injuste. Une bouffée de tendresse m'a envahi. Ma petite fille avait toujours eu ce sens aigu de la justice, cette capacité à voir au-delà des apparences. J'ai pris certaines décisions, Juliette. Des décisions financières qui concernent ton père, et qui l'ont apparemment surpris. » Elle a ri doucement. « Surpris? Grand-mère, il est complètement dévasté. Il a reçu un appel de la banque pour lui dire que tu avais annulé ta caution sur ses prêts, puis un autre de la concession automobile pour l'informer que le financement de sa nouvelle voiture était refusé. Et ce matin, il a découvert que tu avais bloqué son accès à ton coffre-fort. Je ne m'attendais pas à ce que les changements se manifestent aussi rapidement. Philippe avait vraiment été d'une efficacité redoutable. « Tu n'es pas fâché contre moi ?» ai-je demandé, soudain inquiète de la perception que ma petite fille pourrait avoir de mes actions. « Fâché? Au contraire. Je trouve ça génial que tu te défendes enfin. Papa te traite comme sa banque personnelle depuis des années. Il était temps qu'il comprenne que tu es bien plus que ça. » Ces paroles m'ont réchauffé le cœur. Juliette avait cette maturité étonnante, cette capacité à voir les situations dans leur complexité. « Où es-tu, grand-mère? Je pourrais venir te voir ?» J'ai hésité un instant, puis j'ai décidé de lui faire confiance. « Je suis chez Camille, mon amie qui habite près du parc de la Tête d'Or, mais je préférerais que tu gardes cette information pour toi pour l'instant. » « Bien sûr, je peux passer après mes cours cet après-midi? J'en serais ravie, ma chérie. » Après avoir raccroché, j'ai partagé cette conversation avec Camille, qui semblait aussi touchée que moi par la réaction de Juliette. « Tu vois, tu n'es pas seule dans cette bataille, » m'a-t-elle dit en serrant mon bras affectueusement. Nous avons continué notre promenade, admirant les cygnes sur le lac, discutant de tout et de rien. C'était un moment de normalité bienvenu dans cette période tumultueuse. De retour chez Camille, j'ai trouvé un email de mon conseiller bancaire m'informant que Pascal avait tenté de le contacter à plusieurs reprises, de plus en plus agité. Il avait même fait irruption à l'agence, exigeant des explications sur ce qu'il appelait la folie soudaine de sa mère. Conformément à vos instructions, je n'ai partagé aucune information spécifique avec lui, concluait Philippe. Mais je vous suggère de le contacter rapidement pour clarifier la situation dans l'intérêt de tous. Je commençais à mesurer l'impact de mes décisions. Pascal, habitué à tout contrôler, à tout obtenir par la manipulation ou l'intimidation, se retrouvait soudain face à un mur que j'avais érigé, moi, sa mère effacée et accommodante depuis tant d'années. Juliette est arrivée en fin d'après-midi, rayonnante dans sa jeunesse, et son enthousiasme malgré l'inquiétude qui voilait légèrement son regard. Elle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, me tenant un peu plus longtemps que d'habitude. « Tu m'as fait peur, grand-mère. Ne disparais plus jamais comme ça. Promis, ma chérie. » Camille nous a laissés seuls dans le salon, prétextant avoir des copies à corriger. Une délicatesse typique de mon amie. Juliette s'est assise en face de moi, ses yeux inquisiteurs me scrutant comme si elle cherchait à s'assurer que j'allais vraiment bien.
Alors, tu vas me raconter ce qui s'est vraiment passé, la version complète, pas celle édulcorée que papa ou tante Brigitte m'ont donnée. J'ai donc tout raconté à ma petite fille, le dîner, l'insulte de Pascal, ma sortie silencieuse, ma visite à la banque, les modifications apportées à mon testament. Elle écoutait attentivement, hochant parfois la tête, fronçant les sourcils à d'autres moments. « Tu sais, a-t-elle dit lorsque j'ai terminé mon récit, je me doutais depuis longtemps que papa profitait de ta générosité. Je l'ai entendu une fois se vanter auprès d'un ami que sa vieille mère était sa police d'assurance financière. J'étais tellement gênée que je n'ai pas osé t'en parler. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Sa police d'assurance financière, était-ce ainsi que mon fils me percevait? Un simple instrument de sa sécurité économique? Il n'a pas toujours été comme ça. Ai-je murmuré, presque pour moi-même. Enfant, il était sensible, généreux. Quand est-il devenu cet homme? Juliette a pris ma main dans la sienne. Les gens changent, grand-mère. Ou peut-être révèlent-ils leur vraie nature avec le temps. Ce qui compte, c'est ta réaction maintenant. Je suis fière de toi. Ces simples mots, je suis fière de toi, ont fait monter les larmes à mes yeux. Pendant tant d'années, j'avais cherché la validation de mon fils, son approbation, sa reconnaissance. Et voilà que c'était sa fille qui m'offrait ce que lui-même n'avait jamais su me donner. Il va falloir que je lui parle, n'est-ce pas? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Oui, mais pas maintenant. Pas avant qu'il comprenne vraiment ce qu'il a fait. Et surtout, pas tant que tu n'es pas prête. Juliette est restée dîner avec nous. Sa présence apportait une légèreté bienvenue, ses anecdotes d'étudiante en médecine nous faisant rire malgré la situation. Elle a promis de revenir le lendemain et est partie après m'avoir embrassé tendrement. La nuit venue, j'ai repris mon téléphone, curieuse de voir l'évolution de la situation. Pascal avait appelé 10 fois supplémentaires. Ses messages vocaux montraient une progression saisissante dans son état d'esprit. Le premier était encore teinté d'irritation. « Maman, c'est ridicule. Tu ne peux pas couper les ponts comme ça sans explication. Rappelle-moi immédiatement. » Le suivant laissait transparaître de l'inquiétude. « Maman, où es-tu? Personne ne sait où tu es. Tu commences à nous faire vraiment peur. » Puis venait la prise de conscience. « Je viens de parler à Brigitte. Elle m'a rappelé ce que je t'ai dit au restaurant. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'était stupide. Je suis désolée. » Et enfin, la panique. « Maman, je viens de recevoir un appel de ma banque. Tous mes comptes sont dans le rouge. La concession a annulé ma commande de voiture. Mon crédit immobilier pour la maison d'Annecy est compromis. Qu'est-ce que tu as fait? On peut discuter, non? Rappelle-moi, je t'en supplie. » Le dernier message, laissé juste avant minuit, m'a particulièrement touchée. Pour la première fois depuis des années, j'ai entendu mon fils pleurer. « Maman, je ne sais pas si tu écoutes ces messages. Je ne sais même pas si tu vas bien ou si... Je suis désolée, tellement désolée. Pour ce que j'ai dit, pour tout, je ne me rendais pas compte. Je t'en prie, rappelle-moi, juste pour me dire que tu vas bien. S'il te plaît. » Sa voix se brisait à la fin du message, laissant place à des sanglots à peine contenus. J'ai senti mon cœur se serrer. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, il restait mon fils, l'enfant que j'avais porté, que j'avais élevé, que j'avais aimé inconditionnellement. Était-ce suffisant? Ces larmes, cette panique soudaine face aux conséquences financières de ses actes, constituait-elle un véritable remords ou simplement la réaction d'un homme habitué au confort qui se voyait soudain privé de ses privilèges? J'ai décidé de ne pas rappeler immédiatement, non par cruauté, mais parce que j'avais besoin d'être certaine que sa prise de conscience était réelle et profonde. 48 appels, 48 tentatives pour me joindre. Était-il motivé par l'inquiétude pour moi ou par l'inquiétude pour lui-même? Le lendemain matin, Camille m'a apporté le journal local avec mon café. Un article en page économique a attiré mon attention. Pascal Moreau, directeur commercial de Technolion, démissionne subitement pour raisons personnelles. L'article mentionnait des rumeurs de difficultés financières personnelles qui auraient poussé cet exécutif prometteur à quitter son poste prestigieux. Une photo accompagnait l'article. Pascal, en costume impeccable, lors d'une récente conférence sur l'innovation technologique. Je n'avais pas anticipé cela. Que mon fils puisse perdre son emploi à cause de mes actions ne m'avait jamais traversé l'esprit. Une vague de culpabilité m'a submergée, rapidement suivie d'une réflexion plus rationnelle. Si la carrière de Pascal était si fragile,
qu'elle pouvait s'effondrer à la première difficulté financière personnelle, c'était peut-être le signe qu'il avait bâti sa vie professionnelle sur des fondations aussi précaires que ses relations familiales. J'ai partagé l'article avec Camille, qui l'a lu avec attention. « Tu te sens coupable ?» a-t-elle demandé, me connaissant trop bien. « Un peu », ai-je admis. Ce n'était pas mon intention de nuire à sa carrière. Tu n'as fait que reprendre le contrôle de tes propres ressources, Colette. Les conséquences sur sa vie professionnelle lui appartiennent. S'il avait construit sa carrière sur ses propres mérites plutôt que sur des apparences financées par ta générosité, il n'en serait pas là aujourd'hui. Ses paroles étaient dures mais justes. Pendant des années, j'avais permis à Pascal de maintenir un train de vie qui dépassait largement ses moyens réels. Sa belle maison à Presqu'île, ses voitures luxueuses, ses vacances exotiques, tout cela était en partie financé par mon soutien constant. Sans ce filet de sécurité, la réalité le rattrapait brutalement. Mon téléphone a sonné. C'était Brigitte. « Maman, tu as vu l'article dans Le Progrès ? Pascal a démissionné hier. Il est effondré. Il est chez moi en ce moment. Il aimerait te parler. » Un silence s'est installé entre Brigitte et moi. Je pouvais presque sentir son anxiété à travers le téléphone, son souffle légèrement suspendu dans l'attente de ma réponse. Pascal chez elle, effondré, souhaitant me parler. La situation avait évolué bien plus rapidement que je ne l'avais anticipé. « Maman, tu es toujours là ?» a demandé Brigitte, sa voix trahissant son inquiétude. « Oui, ma chérie, je réfléchis. Je comprends que tu aies besoin de temps. Ce qu'il t'a dit était impardonnable, mais il est vraiment dans un état pitoyable. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » J'ai fermé les yeux, tentant d'imaginer mon fils, toujours si fier, si sûr de lui, dans cet état de vulnérabilité que décrivait sa sœur. Une part de moi ressentait une certaine satisfaction à cette idée. Je dois l'admettre. L'autre part, celle de la mère qui persistait malgré les blessures, s'inquiétait sincèrement. « Il peut attendre encore un peu », ai-je finalement répondu. « Je ne suis pas prête à lui parler maintenant. Pas au téléphone, en tout cas. »« Je comprends », a murmuré Brigitte. « Mais tu vas bien? Tu es en sécurité ?»« Je vais très bien. Je suis chez Camille. Elle prend soin de moi. » Un soupir de soulagement s'est fait entendre à l'autre bout de la ligne. Je m'en doutais. C'est une amie précieuse. Quand seras-tu prête à voir Pascal ? J'ai réfléchi un instant. Demain peut-être, mais pas chez toi ni chez moi. Dans un lieu neutre, le jardin des Chartreux, a proposé Brigitte. Ce parc tranquille niché sur la colline de la Croix-Rousse était un lieu que j'affectionnais particulièrement. Moins touristique que le parc de la Tête d'Or, il offrait une vue splendide sur Lyon et la Saône. Oui, ce serait parfait. Demain à midi. Après avoir raccroché, j'ai partagé cette conversation avec Camille, qui préparait le déjeuner dans la cuisine ensoleillée. « Tu es sûre d'être prête ?» m'a-t-elle demandé, son couteau en suspens au-dessus d'une tomate. « Non », ai-je admis, « mais je ne peux pas fuir éternellement. Et je préfère avoir cette confrontation dans un espace public où nous serons tous deux obligés de nous contrôler. » Elle a hoché la tête, compréhensive. « Tu veux que je t'accompagne ? Je pourrais rester à distance, juste au cas où. » Sa proposition m'a touchée. « Ce ne sera pas nécessaire. Mais merci, Camille, pour tout. » L'après-midi s'est écoulé lentement. J'ai tenté de me distraire en lisant un roman que Camille m'avait recommandé, mais mes pensées revenaient sans cesse à la rencontre prévue le lendemain. Comment réagirais-je en voyant Pascal? Qu'allait-il me dire? Serait-il sincèrement repentant ou simplement désespéré de retrouver son confort financier? Vers 16 heures, Juliette est arrivée comme promis, apportant avec elle une bouffée d'énergie juvénile bienvenue. Elle avait appris pour la démission de son père et semblait à la fois inquiète et soulagée. « Il est chez tante Brigitte », m'a-t-elle confirmé. « Sophie l'a mis à la porte hier soir. Apparemment, ils se disputaient depuis des mois à propos de leurs dépenses excessives. Ta intervention a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette nouvelle m'a surprise. Sophie l'a mise à la porte, mais c'est leur maison à tous les deux. » Juliette a secoué la tête. « Pas exactement. La maison appartient principalement à Sophie. Ses parents l'ont aidée pour l'achat, mais papa prétendait auprès de tout le monde que c'était lui qui avait tout payé. Un mensonge de plus. Chaque révélation me faisait prendre conscience de l'ampleur des illusions que mon fils avait construites autour de lui. Une façade de réussite et d'indépendance qui s'effondrait au premier coup de vent. Je vais le rencontrer demain, ai-je annoncé à Juliette, au jardin des Chartreux. Son visage s'est illuminé.
C'est une bonne chose, grand-mère. Vraiment. Tu le penses sincèrement? Même après tout ce qu'il a fait? Elle a pas réfléchi un moment avant de répondre. Je pense que papa a besoin de cette leçon depuis longtemps. Mais je pense aussi qu'il mérite une chance de s'excuser et de changer. Comme tout le monde. Sa sagesse m'a émue. À 19 ans, elle semblait parfois plus mature que son père de 42 ans. « Veux-tu que je vienne avec toi ?» a-t-elle proposé. « Non, ma chérie. C'est quelque chose que ton père et moi devons régler en tête-à-tête. Le soir venu, je me suis couchée tôt, espérant trouver un sommeil réparateur avant cette confrontation importante. Mais le repos m'a fui pendant de longues heures. Je revoyais Pascal enfant, son premier jour d'école, ses genoux écorchés que je soignais, ses cauchemars que j'apaisais la nuit. Je revoyais l'adolescent parfois difficile mais brillant, le jeune homme ambitieux mais encore respectueux. À quel moment exactement avait-il changé? Était-ce ma faute? L'avais-je trop gâté, trop protégé? L'aube m'a trouvé les yeux grands ouverts, fixant le plafond de la chambre d'amis de Camille. Je me suis levée avant elle, préparant le café par habitude et pour m'occuper l'esprit. La matinée s'est écoulée avec une lenteur exaspérante. J'ai choisi mes vêtements avec soin, non pas pour impressionner Pascal, mais pour me sentir forte et digne. J'ai opté pour un tailleur pantalon bleu marine, une écharpe en soie que Jacques m'avait offerte et des chaussures confortables. Cette rencontre nécessiterait peut-être une longue marche dans le jardin. À 11h30, j'ai embrassé Camille et j'ai pris un taxi pour le jardin des Chartreux. J'aurais pu prendre le métro, mais je voulais arriver sereine, sans la fatigue et la promiscuité des transports en commun. Le jardin était paisible en ce jour de semaine. Quelques mères avec leurs enfants en bas âge, des retraités sur les bancs, lisant ou nourrissant les oiseaux. J'ai choisi un banc légèrement en retrait, offrant une vue magnifique sur la Saône et le Vieux-Lyon. Le ciel était d'un bleu limpide, l'air frais mais agréable en ce début d'automne. À midi précis, j'ai aperçu Pascal à l'entrée du jardin. Même de loin, j'ai immédiatement remarqué le changement dans sa posture habituellement si assurée. Ses épaules étaient légèrement voûtées, sa démarche hésitante. Il portait un simple jean et un pull, une tenue décontractée que je ne lui avais pas vue depuis des années, lui qui ne jurait que par les costumes sur mesure. Il m'a repéré et s'est dirigé vers moi. À mesure qu'il approchait, les détails de son visage se précisaient, les cernes sous ses yeux, la barbe de plusieurs jours, l'expression vulnérable qui avait remplacé son arrogance coutumière. « Maman », a-t-il dit simplement en arrivant devant moi. « Pascal », un silence inconfortable s'est installé entre nous. Pour la première fois depuis longtemps, mon fils semblait à court de mots. « Assieds-toi », ai-je finalement proposé, indiquant la place à côté de moi sur le banc. Il s'est exécuté, gardant une distance respectueuse. Ses mains tremblèrent légèrement, je l'ai remarqué lorsqu'il les a jointes sur ses genoux. « Tu as l'air en forme », a-t-il commencé maladroitement. J'étais inquiet. « Vraiment ? Tu étais inquiet pour moi ou pour ce que je pouvais encore faire à tes finances ?» La question était directe, peut-être cruelle, mais nécessaire. Plus de faux-semblants, plus de politesse superficielle qui masquait les problèmes réels. Pascal a baissé les yeux. « Je mérite ça. »« Oui », ai-je confirmé calmement. « Tu le mérites. » Un nouveau silence s'est installé, rompu seulement par les cris joyeux d'enfants jouant plus loin dans le jardin. « J'ai démissionné », a-t-il finalement annoncé, comme si j'ignorais cette information. « Je sais, j'ai lu l'article dans Le Progrès. Ce n'est pas tout à fait exact. J'ai été encouragé à démissionner. L'entreprise a découvert que j'avais falsifié certains rapports de dépenses. J'utilisais l'argent de la société pour maintenir les apparences. Cette confession m'a choqué. Mon fils n'était pas seulement arrogant et ingrat. Il avait franchi la ligne de la légalité. Pourquoi, Pascal? Tu avais un bon salaire. Tu avais mon aide financière. Pourquoi risquer ta carrière pour quoi exactement? Il a soupiré profondément. Pour paraître. Pour que tout le monde pense que j'étais ce directeur commercial brillant, ce père de famille exemplaire, cet homme qui réussit tout ce qu'il entreprend. Mais c'était un château de cartes. Sans ta signature sur mes prêts, sans tes virements mensuels, sans l'argent de l'entreprise que je détournais, tout s'est effondré en 48 heures. La sincérité dans sa voix était palpable. Pour la première fois depuis des années, mon fils me parlait sans masque, sans façade. « Sophie m'a mis à la porte », a-t-il poursuivi. « Elle dit qu'elle ne peut plus me faire confiance. Elle a probablement raison.
Et Juliette? Son visage s'est adouci à la mention de sa fille. Elle est venue me voir chez Brigitte hier. Elle m'a dit des choses difficiles à entendre, mais justes. Elle est tellement plus sage que moi. Elle tient ça de son grand-père, ai-je commenté avec un léger sourire. Jacques avait toujours eu cette sagesse tranquille que notre petite fille semblait avoir héritée. Oui, certainement pas de moi, a admis Pascal avec une humilité que je ne lui connaissais pas. Le silence est revenu, mais différent cette fois, moins tendu, plus réflexif. Un couple de personnes âgées est passé devant nous, main dans la main, échangeant un sourire complice. J'ai ressenti une pointe de nostalgie en pensant à Jacques, à ce que notre vieillesse aurait pu être ensemble. « Je suis désolée, maman », a finalement dit Pascal, sa voix se brisant légèrement. Pas seulement pour ce que j'ai dit au restaurant, pour tout, pour t'avoir traité comme une ressource plutôt que comme ma mère, pour avoir oublié tout ce que tu as fait pour moi, pour avoir été si ingrat. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Mon fils, cet homme de 42 ans, ce père, ce professionnel, ressemblait soudain au petit garçon qui venait se réfugier dans mes bras après une chute. « Pourquoi as-tu dit ça, Pascal? Cette phrase au restaurant, sans la pension, tu ne serais pas là. Qu'est-ce qui t'a poussé à me blesser ainsi ?» Il a pris une profonde inspiration. La honte, je crois. La honte de dépendre encore de toi à mon âge. La honte d'avoir construit ma vie sur des apparences plutôt que sur du solide. La honte d'être moins réussi que je ne le prétendais. C'était plus facile de te rabaisser, de prétendre que ta pension était imméritée, que de reconnaître que sans ton aide, je n'étais rien. Sa lucidité m'a surprise. Ces 2 jours d'effondrement semblaient avoir provoqué chez lui une introspection dont je ne l'aurais pas cru capable. « Tu n'es pas rien, Pascal. Tu es mon fils. Tu as du talent, de l'intelligence. Tu as juste perdu ton chemin quelque part. » Il a hoché la tête, essuyant discrètement une larme qui avait échappé à son contrôle. J'ai tout gâché. Ma carrière, mon mariage, ta confiance, tout ce qui comptait vraiment. Le voir ainsi, dépouillé de son arrogance, confronté aux conséquences de ses actes, a réveillé en moi cet instinct maternel que je croyais avoir perdu dans la colère et la déception. Tout n'est peut-être pas perdu, ai-je dit doucement. Les carrières se reconstruisent, les relations aussi parfois, avec du temps, de la sincérité et des efforts réels. Il m'a regardé avec une lueur d'espoir. « Tu crois que Sophie pourrait me pardonner ? Je ne peux pas parler pour elle, mais je sais que le pardon est possible quand le remords est sincère et que les changements sont véritables. » Un silence méditatif s'est installé. Une légère brise agitait les feuilles des arbres, créant une douce mélodie automnale. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» a murmuré Pascal, semblant poser la question autant à lui-même qu'à moi. « Tu vas commencer par être honnête avec toi-même, avec ta famille, avec tes créanciers. Tu vas rembourser ce que tu dois, même si cela prend des années. Tu vas vivre selon tes moyens réels, sans prétention. Et tu vas réapprendre à voir la valeur des choses au-delà de leur prix. » Il a hoché la tête, absorbant ses conseils avec une humilité nouvelle. « Et, entre nous, a-t-il demandé avec hésitation, est-ce que tu pourras me pardonner un jour ?» J'ai pris le temps de réfléchir avant de répondre, non pas pour le faire souffrir davantage, mais parce que la question méritait une réponse sincère. « Je crois que le pardon est déjà en chemin, Pascal, mais la confiance devra se reconstruire. Lentement, pas à pas. Je comprends. » Son soulagement était palpable, mais tempéré par la conscience du travail qui l'attendait. « Je ne rétablirai pas les virements mensuels, » ai-je précisé, « et je ne servirai plus de caution pour tes prêts. Je ne te le demanderai plus jamais, » a-t-il assuré avec une conviction que je voulais croire sincère. « Par contre, » ai-je poursuivi, « je peux t'aider d'une autre façon. Marcel Picard, ma voisine, m'a parlé d'un poste dans l'entreprise de son fils. Rien de prestigieux, un travail commercial dans la distribution de matériel médical. Le salaire est modeste, mais c'est un départ. » Son visage s'est éclairé. « Tu ferais ça? Après tout ce que j'ai fait? Je suis ta mère, Pascal. Je veux que tu te relèves, pas que tu restes à terre. Mais c'est à toi de saisir cette chance et d'en faire quelque chose de durable. » Pour la première fois depuis notre rencontre, un léger sourire est apparu sur son visage. Non pas ce sourire arrogant que je connaissais trop bien, mais quelque chose de plus doux, de plus authentique. Il m'a rappelé l'expression de Jacques lors de nos moments de complicité.
Merci maman. Ces deux simples mots, prononcés avec une sincérité évidente, ont touché mon cœur plus profondément que tous les discours élaborés. Nous avons continué à parler, marchant lentement dans le jardin, des sujets pratiques, comment il allait réorganiser sa vie, où il allait vivre temporairement, comment il espérait reconquérir la confiance de Sophie. Des sujets plus personnels aussi, ses craintes, ses regrets, ses espoirs. Cette conversation était probablement la plus honnête que nous ayons eue depuis des décennies. Lorsque nous nous sommes séparés, 2 heures plus tard, quelque chose avait changé entre nous. Non pas que tout était résolu ou pardonné. Les blessures étaient encore fraîches, la confiance encore fragile, mais un nouveau chemin s'ouvrait, plus authentique, plus équilibré, plus respectueux. « Je peux te prendre dans mes bras ?» a-t-il demandé timidement au moment de nous quitter. Pour toute réponse, j'ai ouvert les bras. Il s'y est réfugié, comme l'enfant qu'il avait été, me serrant avec une intensité qui trahissait son émotion. J'ai senti ses larmes mouiller mon épaule et les miennes ont coulé librement sur son pull. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, dans mon appartement de la Croix-Rousse. Camille avait proposé que je reste encore quelques jours chez elle, mais je me sentais prête à retrouver mon espace, mes habitudes, ma vie. En ouvrant la porte, j'ai été accueillie par un bouquet de roses blanches, mes préférées, posé sur la table de l'entrée. Une carte l'accompagnait, écrite de la main de Pascal. Pour un nouveau départ, avec tout mon amour et ma reconnaissance, ton fils. J'ai respiré le parfum délicat des fleurs, un sourire aux lèvres, malgré les émotions contradictoires qui m'habitaient encore. Ce n'était qu'un début, un petit pas sur un long chemin de réconciliation, mais c'était un début sincère. Cette expérience m'avait transformée, elle aussi. J'avais redécouvert ma force, ma dignité, ma valeur, au-delà de mon rôle de mère. J'avais appris que l'amour véritable n'est pas dans l'abnégation aveugle, mais dans l'équilibre et le respect mutuel. À 67 ans, j'entamais un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je serai toujours la mère aimante de Pascal et Brigitte, la grand-mère attentionnée de Juliette, mais aussi Colette Moreau, une femme à part entière, avec ses désirs, ses limites et sa dignité retrouvée. Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas simplement l'histoire d'une mère blessée par son fils. C'est le récit d'une femme qui a redécouvert sa valeur, qui a tracé une limite et qui a repris le contrôle de sa vie après des années d'abnégation silencieuse. Pendant trop longtemps, j'ai confondu l'amour maternel avec le sacrifice total de soi. J'ai cru que soutenir mon fils signifiait accepter ses comportements irrespectueux, financer ses excès et ignorer ses manipulations. Je pensais que c'était mon rôle, mon devoir. Quelle erreur j'ai commise! Cette phrase cruelle prononcée lors d'un dîner, « Sans la pension, tu ne serais pas là », a été comme un électrochoc. Parfois, la douleur était nécessaire pour nous réveiller. Cette insulte a fait émerger une force en moi que je ne soupçonnais plus, une dignité que j'avais progressivement abandonnée au nom d'un amour maternel mal compris. En prenant cette grande inspiration, en me levant de cette table, en regardant mon fils dans les yeux avant de partir sans un mot, j'ai posé le premier acte d'une libération longtemps différée. Les mesures financières que j'ai prises ensuite n'étaient pas des actes de vengeance, mais des gestes d'affirmation de soi. J'ai simplement repris ce qui m'appartenait, mon argent, mais surtout mon respect. Les 48 appels manqués sur mon téléphone témoignaient du bouleversement que cette décision avait provoqué dans la vie de Pascal. Son monde artificiel s'effondrait, révélant la fragilité des fondations sur lesquelles il avait bâti son existence. Sa démission forcée, sa rupture avec Sophie, sa confrontation avec la réalité, tout cela était douloureux à voir, même pour une mère blessée. Mais cette douleur était nécessaire. Comme je l'ai appris au cours de mes 67 années de vie, certaines leçons ne s'apprennent qu'à travers l'épreuve. Mon fils avait besoin de toucher le fond pour commencer à remonter vers la surface, vers l'authenticité, vers une relation véritable avec sa famille et avec lui-même. Notre rencontre au Jardin des Chartreux n'était pas une fin, mais un commencement. Le chemin de la réconciliation sera long, semé d'obstacles et de moments de doute. La confiance brisée ne se répare pas en un jour, mais pour la première fois depuis des années, j'ai vu dans les yeux de mon fils une sincérité qui me donne espoir.
Cette expérience m'a transformée moi aussi. J'ai découvert qu'à tout âge, on peut encore s'affirmer, tracer des limites, exiger le respect. J'ai compris que l'amour véritable n'efface pas notre identité, mais la renforce. J'ai réalisé que nos enfants ont parfois besoin de notre fermeté plus que de notre indulgence. Si vous vivez une situation similaire, si vous vous sentez exploité par un proche, si votre générosité est tenue pour acquise, si votre valeur est réduite à ce que vous pouvez donner, j'espère que mon histoire vous donnera le courage d'agir. Nous méritons tous d'être aimés pour qui nous sommes, pas pour ce que nous possédons ou ce que nous offrons. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Souvenirs de grand-mère pour découvrir d'autres récits de vie, d'autres leçons apprises, parfois dans la douleur, mais toujours riches d'enseignements. Chaque semaine, je partage avec vous ces moments qui m'ont façonné, ces expériences qui résonnent peut-être avec les vôtres. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà vécu une situation similaire, comment vous l'avez gérée, ou simplement pour partager votre ressenti face à cette histoire. Vos témoignages sont précieux. Ils créent une communauté de partage et de soutien dont nous avons tous besoin. J'essaie de répondre personnellement à chaque commentaire, car chacun de vos messages compte pour moi. Si mes histoires vous touchent, si elles vous apportent réconfort, inspiration ou simplement un moment de réflexion, pensez à cliquer sur « J'aime » pour m'encourager à continuer. Ce petit geste ne prend qu'une seconde, mais signifie beaucoup pour moi. Et si vous souhaitez soutenir davantage ce canal, sachez que vos « merci » sous forme de dons m'aident énormément à couvrir les coûts de production et à vous proposer des vidéos quotidiennes de qualité. Chaque contribution, même modeste, me permet de consacrer plus de temps à la préparation de ces histoires, à l'amélioration de la qualité des vidéos et à l'interaction avec cette communauté que nous construisons ensemble. C'est grâce à votre soutien que Souvenirs de grand-mère peut continuer à grandir et à toucher davantage de personnes. La semaine prochaine, je vous raconterai comment, à 60 ans passés, j'ai décidé de reprendre mes études et de passer un doctorat contre la vie de tous. Une autre histoire de résilience et de découverte de soi qui, je l'espère, vous inspirera autant qu'elle m'a transformé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci pour votre présence, vos commentaires, votre soutien. C'est ensemble que nous créons ce trésor de sagesse partagée, cette mémoire collective qui traverse les générations. À bientôt pour de nouveaux souvenirs de grand-mère.